Donc, bienvenue tout le monde. Merci de vous être connectés et d'avoir pris un petit moment en ce mercredi soir pour vous connecter à la FCPQ en direct. C'est comme un retour, hein, la FCPQ en direct. En fait, à notre spécial du 1er décembre concernant la loi sur le protecteur national de l'élève, le projet de loi 9 que vous avez déjà sûrement entendu parler au cours des derniers jours. Donc, un petit plan de notre rencontre de ce soir, de la présentation de ce soir. Donc, on va passer rapidement sur les faits saillants du projet de loi 9 par rapport à la loi actuelle, puis les dernières recommandations de la Fédération. Un petit mot aussi sur le dossier des violences à caractère sexuel, les étapes à venir à la Fédération sur le soutien aussi qui va être offert par la Fédération dans le processus de consultation. Puis, période de questions. Donc, si vous avez des questions pour la suite, donc vous pourrez les poser à ce moment-là. Donc, voilà le plan de la rencontre. Donc, protecteur de l'élève et Fédération des comités de parents, c'est quelque chose qu'on attend. En fait, ça va ensemble depuis déjà un bon petit bout de temps. Ça fait plusieurs années que la Fédération, vous le savez, vous nous avez sûrement déjà entendu en parler, mais ça fait plusieurs années qu'on demande une réforme du protecteur de l'élève, et ça, selon 4 grandes orientations qui, selon nous, sont des incontournables. Ces grandes orientations-là, on les a d'ailleurs revalidées, pas la fin de semaine qui vient de terminer, mais l'autre fin de semaine d'avant. Donc, en conseil général, donc les délégués se sont rassemblés, les délégués des comités de parents se sont rassemblés. Certains d'entre vous étiez présents d'ailleurs à cette rencontre-là. Donc, on a revalidé ces 4 grandes orientations-là, les orientations de la Fédération concernant la réforme du protecteur de l'élève. Donc, quelles sont-elles, ces grandes orientations-là? Je crois que vous les avez à l'écran. Donc, plus de transparence pour une reddition de compte, puis un suivi renforcé des dossiers qui concernent le protecteur de l'élève ou qui sont amenés jusqu'au protecteur de l'élève. Plus d'accessibilité. On le sait, le protecteur de l'élève n'est pas connu par tout le monde. En fait, il est peu connu. Certains parents nous appellent à la Fédération pensant qu'ils rejoignent le protecteur de l'élève. Heureusement, on peut les accompagner dans ce processus-là, mais ça démontre en fait que le protecteur de l'élève n'est pas tant accessible, il n'est pas tant connu. Puis, ce n'est pas toujours facile de le rejoindre, même si on sait qu'il existe. Des fois, il faut passer plusieurs étapes avant de pouvoir avoir accès au protecteur de l'élève. Plus de neutralité aussi, donc plus d'indépendance, plus d'impartialité, accrue, puis une uniformité dans le processus de plainte au niveau national aussi pour que ça se passe, qu'il y ait une base, qu'il y ait un cadre national qui soit pareil d'un centre de service scolaire à l'autre. Puis, finalement, un impact réel. On veut plus qu'un pouvoir de recommandation. On demande à ce que le protecteur de l'élève ait vraiment un impact réel dans le milieu, en fait, plus que ce que c'est actuellement. Donc, tout ça, pourquoi? En fait, c'est pour s'assurer que le milieu scolaire soit un synonyme de bien-être et de réussite pour tous les élèves. Puis, c'est pour ça, en fait, qu'on va faire une consultation, qu'on va consulter nos membres. En fait, vous, les parents, membres de comité de parents. On va être prêt pour les consultations pour les commissions parlementaires. La commission parlementaire qu'on s'attend à ce qu'elle commence après les fêtes. Donc, on veut être prêt. Pour ça, on a besoin de vous, on a besoin de votre avis. Hein, ce n'est pas l'avis, ce n'est pas nous tout seuls dans notre bureau à la Fédération qui prenons cet avis-là. Donc, on a besoin de l'avis des parents, on a besoin de l'avis des membres des comités de parents, donc de vous. Donc, on lance un peu en quelque sorte notre processus de consultation ce soir. Pour terminer, juste avant de passer la parole à Jean-François, ça fait 35 ans que la Fédération est impliquée dans le dossier du protecteur de l'élève. Je l'ai dit d'entrée de jeu, là, la Fédération, c'est un nom associé au protecteur de l'élève, donc ça fait longtemps qu'on travaille dessus. En fait, ça fait depuis la première fois qu'on a évoqué un protecteur de l'élève national, c'est en 1987.
suis certain que certains d'entre vous n'étaient même pas nés à ce moment-là, donc ça fait vraiment longtemps qu'on demande ça. Puis depuis la mise en place du protecteur des lèvres en 2009-2010, donc on demande des améliorations au protecteur des lèvres. Donc, on peut se dire qu'on est des leaders dans ce dossier-là. Puis ça fait longtemps, chaque fois qu'on rencontre des décideurs ou des partis politiques ou nos partenaires dans le monde de l'éducation, on fait valoir ces 4 grandes orientations-là pour améliorer le protecteur des lèvres. Donc, voilà ma petite introduction. Puis voilà, donc je vais passer pour les faits saillants du projet de loi 9. Je pense que c'est ça que vous attendez le plus. Donc, je vais passer la parole à Maître Jean-François Rioux, qui est secrétaire général à la Fédération. Bonsoir, merci Kevin. Je suis content de vous retrouver avec finalement un projet de loi qui est concret, capable de vous présenter vraiment ce qui est proposé dans ce projet de loi-là, puis dans l'éventuelle loi quand ça sera adopté avec les modifications et tout. Donc, on va faire une petite tournée de ces faits saillants-là, voir qu'est-ce qui est proposé dans ce projet de loi-là. Puis, c'est un projet un peu particulier dans le sens que c'est pas comme ce qu'on a l'habitude de voir avec la loi sur l'instruction publique qui est ouverte et qui a des modifications concrètes aux articles. On parle vraiment d'une nouvelle loi qui va être adoptée, la loi sur le protecteur national de l'élève. C'est vraiment une nouvelle loi en soi qui va avoir des impacts sur toute la façon de fonctionner pour ce qui est du traitement des plaintes dans les centres de services, puis qui va avoir un impact quand même assez minimal sur le texte de la loi sur l'instruction publique. Il y a certains trucs qui changent, mais en soi, c'est vraiment une loi au complet là, qui est créée avec tout ça. Là, on va passer les faits saillants. Comme je dis, c'est pas nécessairement ce qui va se retrouver dans une version finale du projet de loi. On est encore au stade du dépôt du projet de loi. Il va y avoir des consultations qui vont s'en venir. Ensuite, on va aller en commission parlementaire présenter nos points de vue. Puis, il va y avoir plusieurs séances d'études article par article. Que là, des amendements concrets vont être proposés à la loi. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est ce qui est proposé actuellement. C'est pas ce qui va être adopté, c'est pas ce qui va être nécessairement en vigueur au jour de l'adoption. Donc, il y a encore beaucoup de trucs, des questions qui sont en suspens. On n'a pas encore toutes les réponses. Un coup que la loi va être adoptée, le texte complet, ben, on va avoir des séances de formation un peu plus détaillées pour vraiment vous expliquer les impacts que ça peut avoir. Mais entre-temps, on a quand même plusieurs infos à vous présenter. Puisque vous voyez à l'écran, c'est un document qui a été produit puis déposé en même temps que le projet de loi. Ça, c'est un aide-mémoire qui a été fait par le ministère pour vous présenter vraiment à quoi ça va ressembler, cette nouvelle procédure-là, puis ces nouveaux organismes-là qui sont créés. Donc, toujours intéressant d'avoir ce visuel-là pour se replacer puis peut-être comprendre un peu plus facilement les principes que moi qui vous lance ça à l'oral ce soir. Là. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. C'est super qu'on puisse avoir accès à ça à ce stade-ci. Puis, ça annonce quand même des choses intéressantes pour la suite. Donc, voilà pour l'introduction. Pour ce qui est des faits saillants, maintenant, ce qu'il faut retenir en premier, c'est qu'il y a vraiment la création d'un organisme, puis la création d'une fonction qui va être détenue par plusieurs personnes. Donc, l'organisme, on vient créer le protecteur national de l'élève. Donc, oui, il y a une personne qui va être le protecteur national de l'élève, mais ça va être un organisme aussi avec des gens qui travaillent pour le protecteur national de l'élève. C'est vraiment un organisme public qui est créé par cette loi-là. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, il va en découler de tout ça la fonction de protecteur régional de l'élève. Donc, c'est protecteurs régionaux au pluriel parce qu'il va y en avoir plusieurs qui vont être assignés à différentes régions. On ne sait pas trop que ça va ressembler à quoi au niveau de l'assignation, mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il va avoir, au lieu d'avoir un protecteur de l'élève assigné par centre de service, puis c'est le centre de service qui va le nommer, il va vraiment avoir un bassin de protecteurs régionaux qui vont être assignés à des régions par le ministre, par le protecteur national, excusez-moi. Les protecteurs régionaux sont nommés par le ministre. Donc, on va voir rapidement, je vais vous énumérer les fonctions de pouvoir de ces deux entités-là. Premièrement, le protecteur national de l'élève, lui, ce qu'il va avoir, c'est qu'il est nommé par le gouvernement.
Ce n'est pas une nomination qui est faite par les centres de services, c'est nommé par le gouvernement sur recommandation du ministre. Il va avoir un mandat d'au plus 5 ans, puis on parle d'une personne qui va être là à temps plein. C'est vraiment la fonction à temps plein, protecteur national d'élèves au sein de l'organisme qui est aussi le protecteur national. Ça va être une personne qui va avoir une connaissance du milieu de l'éducation, puis des mécanismes de règlement des différends. Ses responsabilités, premièrement, il va veiller au respect des droits des élèves. Il va être le responsable de l'application adéquate de la loi. C'est lui qui va coordonner, répartir et surveiller le travail des protecteurs régionaux. Donc, on peut penser que c'est un peu le supérieur immédiat de ces protecteurs régionaux d'élèves. Puis, il va assurer la promotion de son rôle. Donc, ça, c'est un point super intéressant qu'il va avoir une responsabilité de s'auto-promouvoir. Donc, on ne met pas toute la responsabilité de la diffusion de son existence au centre de service ou autour par nous-mêmes sur le site. Là. Il y a vraiment un rôle d'autopromotion à ce niveau-là. Il va diffuser l'information sur les droits des élèves et puis assurer aussi la promotion de la procédure de traitement des plaintes. Il va apporter son soutien aux protecteurs régionaux. Donc, en plus d'être un peu leur supérieur immédiat, il va aussi les supporter dans certains dossiers, notamment qu'il va y avoir des recommandations qui sont faites par les protecteurs régionaux. Puis, ça, c'est quelque chose de bien aussi, mais il va donner son avis au ministre sur toute question qu'il lui soumet. Donc, ça va être une entité qui est créée pour répondre à des questions, des enjeux un peu plus collectifs. Puis, ce qui en découle, c'est que dans son rapport annuel, qui est déposé à l'Assemblée nationale, le protecteur national peut formuler toute recommandation à portée collective au niveau des services puis des droits des élèves. Ça, c'est pour le protecteur national, qui est comme au top de la pyramide, si on peut dire ça comme ça. Il va en découler les protecteurs régionaux de l'élève, qui, eux, sont nommés par le ministre à la suite de référence d'un comité de sélection pour identifier les personnes qui seraient aptes à avoir cette poste dans un comité de sélection. Ce qui est intéressant dans la loi, c'est que parmi ce comité-là, il va y avoir des gens qui seront référencés, référés par les organisations qui représentent les parents au niveau national, notamment la FCPQ qui va pouvoir recommander des personnes à siéger sur ces comités-là. Donc, ça, c'est quand même un truc intéressant. Il va y avoir des protecteurs à temps plein. Puis il va y en avoir aussi à temps partiel qui peuvent être assignés à différentes régions aussi. Donc, on voit qu'il y a plus de ressources qui devraient être attitrées pour le traitement des plaintes dans les centres de services. Eux aussi vont veiller au respect des droits des élèves. Ils vont traiter les plaintes qui leur sont soumises. Ils peuvent aussi donner leur avis au CA, au comité de parents, au conseil d'établissement sur les services rendus par le centre de services. Souvent, une demande, par exemple, un CP vous avoir une réponse sur une question X, on peut le formuler au protecteur régional élève qui va pouvoir donner son avis à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est bien intéressant aussi. Puis, un peu comme un protecteur national, on va avoir un rôle d'autopromotion, de diffusion d'informations aussi sur les droits, sur la procédure de plainte, puis un devoir de prêter assistance à toute personne pour la formulation de sa plainte. Donc, on ne sait pas si c'est juste au moment de porter plainte au protecteur ou si c'est pour toute la procédure. C'est quelque chose qu'il faut éclaircir. Il y a quand même un devoir d'assistance. Déterminer les recommandations aussi à apporter. Donc, suivant une plainte qui est déposée, l'étude du dossier, il y a des recommandations qui doivent être faites, il peut le faire. Puis, il doit informer le plaignant de ses conclusions aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui tombe en deux cracks. Il a un devoir d'informer le plaignant de la situation. Donc, ça, c'est pour rôle et fonction du protecteur national puis les protecteurs régionaux. C'est un peu lancé rapidement, mais ça va être défini aussi un peu plus tard. Mais voici un peu la division des deux fonctions qui s'en suivent. Donc, le protecteur national, c'est l'organisme qui chapeaute tout ça, puis les protecteurs régionaux qui sont assignés aux régions pour recevoir les plaintes, les traiter. Au niveau de la procédure, là, c'est le changement majeur au niveau des procédures, c'est qu'il y a une seule procédure qui doit être appliquée partout. Donc, on parlait d'uniformité. La procédure en tant que telle, ce qui est les étapes formelles, n'ont pas vraiment changé. C'est sensiblement la même chose que ce qu'on retrouvait habituellement ailleurs, sauf que là, c'est vraiment uniformisé pour tout le monde. Donc, il va y avoir un document qui va vous être transmis au niveau des faits saillants, puis ça le détaille bien. Mais ce que ça prévoit rapidement, c'est que première étape, il faut aller voir
la personne concernée. Donc, si c'est au niveau, avec un enseignant, ben, première étape, c'est qu'il faut aller voir l'enseignant, essayer de trouver une manière que ça se règle. Donc, pour ça, il y a un délai de 10 jours. Donc, en 10 jours, si ce n'est pas réglé, on va porter plainte à la personne qui est désignée comme le responsable du traitement des plaintes au centre de service. Donc, chaque centre de service, maintenant, va avoir un responsable dédié au traitement des plaintes. Donc, 10 jours après qu'on a été voir la personne concernée et ça ne se règle pas ou on n'est pas satisfait, ou si le délai de 10 jours est atteint et c'est pas fini, bon, là, on peut aller voir la personne responsable du traitement des plaintes au centre de service pour déposer la plainte. Cette personne-là va la traiter dans un délai de 15 jours. Donc, après ce délai-là de 15 jours, on peut, si on n'est pas satisfait, si c'est pas terminé, si ça avance pas, là, on peut porter plainte au protecteur régional de l'élève. À ce moment-là, lui va pouvoir faire des enquêtes, il faut traiter le dossier aussi dans un délai de 20 jours. Donc là, si on les additionne, on a 10 jours pour la personne concernée, 15 jours pour la personne responsable du traitement des plaintes au centre de service, puis un 20 jours pour le protecteur régional de l'élève. Fait qu'on est rendu déjà à 45 jours. Après 45 jours, on devra avoir une décision du protecteur régional. Donc, à savoir si on donne suite ou non à la plainte, c'est les recommandations qui sont faites, c'est quoi les conclusions. Donc, après ce 45 jours-là, c'est un point que la fédération demandait que ce soit un délai d'environ 30 jours. On est rendu à 45. L'avantage, c'est qu'on a des délais qui sont clairs, qui sont uniformes partout. Les avantages, c'est que c'est un peu plus long que ce qu'on aurait souhaité là, au niveau des 45 jours. Après ça, si le protecteur régional fait des recommandations, lui, il doit aller les transmettre au protecteur national, qui lui va avoir un 10 jours pour réviser le dossier, voir si tout se tient, comme valider un peu les recommandations qui sont faites. Donc là, on ajoute un 10 jours de plus seulement si il y a des recommandations. S'il n'y a pas de recommandations, juste des conclusions sur ça ne se fait pas ou il n'y a rien à traiter là, ben, il n'y a pas de recommandations qui sont faites, c'est que ce délai n'existe pas. Mais dès qu'il y a des recommandations qui sont faites, là, il faut aller voir le protecteur national, c'est que ça ajoute un 10 jours. Après ça, dans d'autres étapes, c'est au niveau du centre de service. Quand le centre de service reçoit les conclusions et les recommandations, ben lui, il y a un délai de 10 jours pour indiquer au plaignant s'il va donner suite ou non à ces conclusions-là, puis si oui, ben, comment il va le faire, puis sinon, ben, pourquoi il ne le fait pas. Fait que, voilà, ça c'était la procédure. Donc, le plus simple possible, on va voir la personne concernée. 2, responsable du traitement des plaintes au centre de service. 3, protecteur régional. 4, protecteur national si nécessaire au niveau de recommandation. Ça fait quand même un procédure. Si, mettons, toutes ces étapes-là sont remplies, mettons qu'on a des recommandations, puis on est vraiment sur les délais, on va jusqu'à la limite, ça peut monter jusqu'à 65 jours. C'est quand même quelque chose qui est assez long. Donc, c'est pas tout à fait ce qui avait été souligné par le Conseil général au départ, là, mais c'est ce qu'il y a actuellement dans le projet de loi. Tout est appelé à changer aussi, mais au niveau procédural, oui, des délais de rigueur qui sont prévus, mais quand même un long délai. Et ça, c'est au niveau de la procédure. Ensuite, un coup que tout ça est fait, il faut savoir aussi que le parent va avoir un délai où ça respecté. On appelle ça un délai de prescription en termes plus techniques. C'est quand on est rendu à l'étape de porter plainte au responsable des plaintes au centre de service, qui lui a 15 jours pour traiter, il donne sa décision. À ce moment-là, le parent, après avoir reçu la décision du responsable des plaintes du centre de service, a 30 jours pour aller porter son dossier au protecteur de l'élève. S'il dépasse ces 30 jours, c'est comme si la plainte devenait plus recevable parce qu'il pour respecter son délai. C'est quand même assez important de se rappeler que absolument des dossiers comme ça, un parent n'a pas tant d'avantage à essayer de traîner le dossier. Là. Absolument, il va prendre ses choses en main et c'est correct, mais il y a quand même un 30 jours. Que si on dépasse le délai, ben, techniquement, le dossier est prescrit puis on ne peut pas aller plus loin. Ça, c'est quelque chose qui est important à retenir. Quand il reçoit une plainte, le protecteur régional peut, c'est ce qui se fait habituellement aussi, là, mais il peut refuser d'entendre la plainte s'il juge que c'est un mauvais recours. C'est pas le bon recours à utiliser. S'il y a un recours plus efficace ailleurs, ben, il va le rediriger. S'il se rend compte que son intervention finale, c'est inutile,
ou si la plainte est frivole, vexatoire ou de mauvaise foi. Si c'est juste une plainte pour porter atteinte à quelqu'un ou qui mènera à rien, ben, le protecteur régional peut refuser d'examiner la plainte. Il peut aussi procéder à une enquête. Hein, si le dossier est si prête, il peut procéder à une enquête, parler aux bonnes personnes, ou même mandater quelqu'un pour faire une enquête. Il peut conduire des médiations. S'il se rend compte que je pense que le dossier se réglerait bien si les parties s'assoient ensemble et discutent. Pendant ce temps-là, le délai de 20 jours est suspendu, puis les gens peuvent s'asseoir, puis en discuter, puis trouver une solution. Ça, c'est le niveau de la médiation. Puis ici, si on laisse faire les étapes qu'on vient de voir, le protecteur peut quand même décider de son propre chef d'aller regarder une plainte tout de suite, même si les étapes ne sont pas respectées, s'il juge que attendre que toutes les étapes soient passées, ça s'y prête pas. Ce n'est pas un article qui est encore super clair pour nous de comprendre exactement ce qu'ils veulent dire par ça. Avant c'était plus clair dans la loi que le protecteur de l'élève pouvait se saisir d'une plainte s'il jugeait opportun là, pour le respect des droits d'un élève. Mais là, c'est tout si clair que ça va être à travailler, mais il y a encore une possibilité des cas exceptionnels que le protecteur régional d'élèves se saisisse de la plainte, même si ce n'est pas rendu à son étape encore. Que ça, c'est quelque chose qui serait à suivre aussi. Un élément qui est important, le troisième volet de ça, c'est au niveau des redditions de comptes. Dans la fédération, on va souvent souligner que ça pouvait faire défaut à certains endroits, que c'était pas toujours le suivi des décisions n'était pas clair, puis on ne savait pas trop ce qui arrivait avec. Fait qu'il y a vraiment la reddition de compte qui est faite à tous les paliers. Fait que, premièrement, à même les centres de services, le responsable des plaintes doit transmettre plusieurs informations comme le nombre de plaintes, les sujets, le respect des délais, tout ça. Il doit transmettre ça au protecteur régional qui va être chargé de faire une reddition de compte. Avec un protecteur par région, va faire des redditions de compte, c'est qu'il va faire un gros rapport annuel avec tous ces éléments-là pour faire le suivi de ça, le respect de la politique et tout. Il y a une première reddition de compte qui est faite là. Ensuite, ça, c'est transmis aussi au protecteur national qui, lui, va faire un rapport annuel un peu plus global avec tout ça. Puis, c'est sur le suivi des décisions, les délais, encore une fois. Avec tous ces éléments-là de suivi de la politique, de suivi de comment ça se passe dans chaque région, dans chaque centre de service, ça va être vraiment, à chaque palier, ça va être fait. Puis au final, il va y avoir un rapport annuel du protecteur national qui va être déposé à l'Assemblée nationale. Donc, il y a quand même une reddition de compte qui se fait à toutes les étapes. Puis on rappelle que ce rapport-là peut aussi contenir des recommandations en portée collective. Et que si le protecteur national reçoit ça, techniquement, ce qu'on comprend, il pourrait, s'il voit que quelque chose ne fonctionne pas, ben, il pourrait faire une recommandation collective. Ben, ça ne fonctionne pas, je propose qu'on modifie telle affaire pour que ça. Et quand même, au Conseil général, il y a souvent le mot d'impact réel qui venait. Ça peut être un exemple d'impact réel si vraiment les redditions de compte sont bien faites, puis ça s'ensuit de recommandations collectives qui peuvent être adoptées. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être bien. Autre aspect, ça, c'est quelque chose qui était le premier que je veux dire, qui est assez important, là, on s'en rendait compte au service conseil aussi, les gens n'étaient pas tout le temps à l'aise de faire des plaintes parce qu'ils avaient peur d'avoir des représailles. Mais plus, d'avoir point de disposition qui dit qu'on ne peut pas faire de représailles pour quelqu'un qui dépose une plainte, quelqu'un qui collabore à une plainte aussi, avec pas de représailles qui sont possibles. Puis si il y en a, mais cette personne peut porter plainte aussi dans tout ça. Fait que pas de représailles dans la procédure de traitement des plaintes. Un traitement distinct qui est fait pour les cas d'intimidation aussi. Fait qu'on parle souvent de plaintes, puis quand les gens appellent au service conseil pour des situations d'intimidation, ben, on aurait tendance à les inclure dans la plainte. Ce qui est correct aussi, puis c'est clairement indiqué aussi là, que il y a des dispositions particulières pour des cas d'intimidation, des cas d'insatisfaction suivant un signalement, des dénonciations pour l'intimidation. Fait que ça, c'est intéressant de voir que on le mentionne clairement dans la loi. Aussi au niveau des demandes de révision, c'est un autre recours qui existe actuellement dans la loi, mais qui n'existera plus après. Donc, outre toutes les plaintes, il y avait la possibilité de demander une révision au centre de service quand il y avait une décision qui était prise
qui était à portée individuelle sur un élève, là, donc de demander une révision. Donc, il y avait une procédure qui était faite à l'interne pour infirmer ou non la décision. Puis maintenant, tout ça, c'est inclus dans la procédure de traitement des plaintes. S'il y a une décision qui devrait être révisée, ben, il faut passer par la procédure de traitement des plaintes. Donc, c'est tout ce que je vous ai parlé tantôt. Puis aussi, il y a plusieurs pouvoirs réglementaires qui sont confiés à une éducation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments comme, par exemple, les différentes politiques, modifications politiques, les critères de sélection aussi pour les protecteurs régionaux qui ne sont pas définis encore, mais qui vont l'être par la suite par un projet de règlement qui va être fait par un ministre. Ça, c'est quelque chose qui va être à suivre. On l'espère rapidement pour qu'on attende ça pendant 2 ans. Fait que voilà, ça, c'est des trucs aussi haute considération. Puis, l'aspect transition, ça, c'est quand même assez important aussi. C'est quand même gros comme réforme, là, donc il faut s'attendre à une transition assez lourde. C'est tout changer les fonctions et tout, mais ce qui est prévu actuellement dans le projet de loi, sans avoir de date, sans avoir d'échéancier clair, ce qui est prévu, c'est que les plaintes qui sont en cours à la date de l'adoption, par exemple, que le 1er janvier, la loi est adoptée, donc toutes les plaintes qui sont en cours avant le 1er janvier vont continuer d'être traitées en fonction de la procédure actuellement en vigueur. Avec chaque centre de service qui a sa politique, sa procédure, ça va être ça qui va être utilisé. Pour ce qui est des plaintes qui sont formulées, qui sont rendues au protecteur de l'élève, donc tout ce qui est sur le bureau du protecteur actuel va finir d'être traité par ce protecteur-là. Au 1er janvier, la loi est adoptée. Le protecteur d'élèves qui est là actuellement a 6 plaintes à traiter. Ben, ils vont finir de faire ces 6 plaintes-là. Puis après ça, il va laisser sa chaise. On peut dire ça comme ça. Toute demande de révision actuellement qui est en cours va être transmise au protecteur régional. Le 1er janvier, il y a au centre de service 4 demandes de révision, mais ces 4 demandes de révision-là vont être mises sur le bureau du protecteur régional d'élèves tout de suite. Comme je disais, le protecteur d'élèves actuellement en fonction va rester en fonction jusqu'à temps qu'il y ait plainte sur son bureau. C'est assez clair. Puis, dans les 5 prochaines années, le protecteur national va être chargé de faire un genre d'audit, on peut dire, là, sur la façon que ça fonctionne, si ça a bien été ou pas. Il y a 5 ans pour déposer un rapport pour ça. Finalement, en concluant, j'ai quand même pris plus de temps que je pensais. Mais ce que je vous ai dit, c'est tout ce qui est dans la loi. Puis la majorité des points qui étaient ressortis au Conseil général puis par les délégués aussi dans le passé se retrouvent dans la loi. Fait que c'est bien, il y a quand même des éléments importants qui ne sont pas dans la loi, qui vont être soumis pour consultation, puis qui est probablement écrit dans un mémoire aussi. Là. Mais probablement, il y a le délai de 30 jours. On avait identifié un délai de 30 jours qui serait souhaitable pour le traitement global, avec de A à Z, là, pas juste par section. Là, on peut se rendre jusqu'à 65 jours. C'est quand même une bonne différence. On parle du double. On voulait aussi que le protecteur d'élèves soit accessible dès le début du processus. Là, actuellement, il est accessible au même moment que ce qu'on se trouve dans les procédures dans les centres de service, c'est-à-dire après avoir passé par le centre de service. Il n'y a pas de mention au niveau de la confidentialité des renseignements, des plaintes. C'est garanti qu'on ne peut pas identifier nécessairement selon le contexte, les élèves ou les personnes qui sont visées. Ça se retrouve pas à notre goût dans la loi. Puis, au niveau des motifs, la décision des protecteurs régionaux de l'élève, là, ce que la loi dit, c'est qu'on informe le plaignant des conclusions, des recommandations, mais ce qui avait été prévu au CG puis par les délégués, c'est qu'il y ait de quoi d'écrit, qu'il y ait une décision écrite qui soit faite. Là, on ne le retrouve pas dans la version actuelle du projet de loi. Fait que ça, c'est des éléments qu'on vous soumet, puis ça va sûrement faire partie de la consultation. Donc, voilà pour ce qui est des faits saillants. Ça a été vite, mais plus que ça va avancer, plus qu'on va avoir de l'info à vous donner, on va continuer à donner aussi, on va avoir réponse à nos questions, parce qu'on n'a pas toutes les réponses qu'on voudrait peut-être avoir. Puis, quand on va avoir de quoi de plus concret, le plus près de l'adoption possible avec les amendements, ben, on va vous tenir informés. Donc, je pense qu'à ce moment-ci, je passe la parole à Stéphanie
Puis tantôt, il va y avoir une période de questions si vous en avez. Merci, Maître Rioux. Je vais aller rapidement parce que le temps avance quand même assez rapidement, mais on voulait vous parler des cas des violences à caractère sexuel. Maître Rioux a mentionné que dans le projet de loi actuel, il y a les actes d'intimidation et de violence sont traités de façon distincte. Mais il n'y a pas de mention des violences à caractère sexuel à proprement dit. Puis, c'est un sujet sur lequel on a été interpellés dans les derniers mois. Puis, on voit que c'est un problème qui est présent puis qui est dénoncé dans le milieu scolaire, comme dans le reste de la société. Donc, on voulait inclure quelques questions par rapport à ce sujet-là en particulier dans la consultation. Puis, juste pour faire un rappel rapide du contexte, on a vu des changements dans la société en général par rapport aux violences à caractère sexuel. Il y a une loi qui vient d'être adoptée pour instaurer un tribunal spécialisé pour traiter ce type de violence-là au Québec. Il y a aussi une loi qui a été adoptée pour les établissements d'enseignement supérieur pour mettre en place des politiques puis une personne ressource dans chaque établissement d'enseignement supérieur pour la prévention puis pour combattre les cas de violence à caractère sexuel. Puis, il y a des demandes qui sont faites par divers groupes pour que ces violences-là soient traitées de manière différente dans le milieu scolaire aussi. Il y a notamment un collectif de jeunes qui s'appelle La Voix des jeunes compte, qui est présente dans les médias récemment, puis qu'on a aussi rencontré pour discuter de leurs préoccupations puis de leurs demandes, qui demandent qu'il y ait des politiques qui soient adoptées dans chaque école primaire et secondaire pour la prévention, pour prévenir puis pour combattre les violences à caractère sexuel. Puis aussi qu'il y ait une personne ressource qui soit identifiée puis formée ou une banque de ressources mise en place dans chaque école. Puis il y a un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale par un parti d'opposition, par Québec solidaire, pour justement répondre à ces demandes-là. Ce projet de loi-là n'a pas été appelé, puis on voit que ce n'est pas non plus traité dans le projet de loi pour le protecteur de l'élève pour ces cas-là particuliers. Donc, dans notre conseil général, comme vous voyez là, sur la diapositive, on avait fait un atelier pour ces cas-là particuliers pour vous demander qu'est-ce que vous en pensiez, les délégués. On a demandé si vous étiez d'accord qu'il y ait une politique dans chaque établissement primaire ou secondaire pour ce qui est de la prévention, puis pour combattre les violences à caractère sexuel. Puis toutes les tables, tout le monde a dit oui. On vous avait aussi demandé qu'est-ce que la FCPQ peut faire pour s'impliquer dans ce dossier-là, qu'est-ce que la FCPQ devrait faire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Puis, il y avait eu mention de plusieurs choses, mais il n'y a pas eu de demande politique en tant que telle en lien avec soit le projet de loi pour le protecteur de l'élève ou le projet de loi qui a été déposé par parti d'opposition puis qui n'a pas été appelé. Donc, on va ajouter une petite section dans notre consultation pour vous demander qu'est-ce que vous pensez. Ça va surtout être pour vous demander, est-ce que vous pensez que le projet de loi sur le protecteur de l'élève dans la version actuelle va permettre au protecteur de l'élève de traiter les plaintes ou les dénonciations de violences à caractère sexuel de façon adéquate? Puis sinon, est-ce que vous pensez que ce type de violence devrait être traité de façon distincte, spéciale dans le projet de loi, comme c'est fait un peu pour les actes d'intimidation et de violence. Puis sinon, est-ce que vous pensez que ça devrait être traité à part? Est-ce qu'on devrait faire une recommandation que l'autre projet de loi déposé par l'opposition soit appelé? Donc, on va poser des questions à la consultation sur ça, puis on voulait juste prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi on allait faire ça. Donc, moi, ça compléterait pour ce point. Déjà, je passe la parole à Corinne Payne, notre directrice générale. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je viens avec le parti qui
est moins de fun, on va dire, qu'on va mettre tout le monde au travail. Alors, comme Kevin a dit, je ne sais pas si tu peux ouvrir le PowerPoint, Marie-Hélène. Alors, parce qu'on appelle cette section-là un leadership à réaffirmer. Comme Kevin a fait mention, on est des leaders dans le dossier de protecteur d'élèves depuis 35 ans. Il faut continuer d'être leader. Puis, il faut surtout réaffirmer qu'est-ce qu'on veut dans ce projet de loi. Parce qu'il y a plein de bonnes choses dedans qu'on a demandées. Il faut assurer qu'il reste parce que ça se peut qu'il va y avoir d'autres groupes qui vont bien présenter pour dire « Ah, on ne veut pas que ça reste, on ne veut pas que ça reste. » Alors, c'est important que des choses qui sont cruciales pour nous autres, on a un voix fort pour dire « Il faut qu'il reste dans la loi, c'est qu'est-ce que les parents veulent pour leurs enfants, pour la santé et la sécurité. » Alors, la prochaine diapo. Alors, officiellement, c'est le lancement ce soir. Commencez, si vous n'avez pas déjà commencé à faire votre réflexion, commencez à faire votre réflexion. Il faut vous commencer à mettre à travail dans vos milieux. Nous, je peux vous dire que l'équipe, parmi tous les autres dossiers, on est là-dessus depuis une semaine. Documentation importante. Tu vas avoir une grille de consultation. Oui, je sais, une grille de consultation. Mais il faut qu'on vous consulte. C'est votre voix qu'on va porter en commission parlementaire. C'est votre voix que Kevin va représenter quand il va parler aux médias. Alors, on a besoin de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Pas juste les 4 grandes lignes, mais dans les détails de la loi maintenant qu'on a une loi concrète. Il va être disponible ici de la fin de journée vendredi dans la section accès délégué sur le site web. Alors, il va être aussi envoyé dans le délégué express, puis je répète, avant la fin de journée vendredi. Alors, il y a beaucoup d'étapes à préparer un grille. On met présentement la date pour retourner vos grilles, puis c'est une grille par CP qu'il faut retourner. On met le 20 janvier. On ne sait pas ça va être quand, la commission parlementaire encore. On fait des devinettes présentement. On essaie d'avoir plus des informations, mais ça, c'est dans les coulisses à Québec que ça négocie présentement. On sait que les invitations, on va peut-être les recevoir avant le temps des fêtes. Puis nous, on a besoin au moins une semaine, 10 jours pour préparer le mémoire après recevoir vos grilles. Alors, en disant 20 janvier, ça nous donne présentement 6 semaines ouvertes. Si on reçoit les invitations, puis la commission parlementaire est mise à fin février, on va vous donner plus de temps aussi, aussitôt qu'on a la date exacte de notre passage en commission parlementaire, on va vous informer. Puis ça se peut que c'est plus tôt, mais on espère que ça va être plus tard. Alors, sur réserve, comme on a dit, de notre date en commission parlementaire. Alors, ça, c'est qui contrôle. Puis, malheureusement, ce n'est pas nous qui contrôlons cette date-là. C'est en train d'être négocié parmi toutes les partis politiques présentement. Aussi, dernièrement, nous avons adopté une politique de consultation. Alors, on respecte notre politique de consultation de vous informer c'est quoi, puis de donner le plus long délai possible, mais en même temps, ce n'est pas nous qui contrôlons toutes les dates et des choses à l'externe qui nous contrôlent. Ensuite, le processus de consultation dans chacune de vos CP vous appartient. Okay? Alors, vous faites votre consultation dans chacune de vos CP, la façon que vous avez déjà établie, si vous avez établi comment faire vos consultations dans vos régies internes. On a mis ici quelques bonnes pratiques. Ça se peut que c'est traité avec tout le CP. Ça se peut que tu vas avoir notre grille de consultation dans un autre Google Docs que tu peux envoyer à tous tes parents, puis quelqu'un va le colléger tous les résultats, puis remplir un Google Doc qui va retourner à nous, un formulaire de consultation, une grille de consultation. Ça se peut que tu crées un sous-comité. Ça se peut que votre CP va décider de mandater votre comité exécutif de CP si vous avez un comité exécutif. Ce n'est pas tous les CP. Parce que techniquement, je vais ajouter cette petite note-là. Un CP, c'est la seule chose qui est reconnue dans la loi. Ce n'est pas un comité exécutif. Un CP, il faut donner des mandats au comité exécutif pour qu'il peut traiter quelque chose. Alors, nous, on recevoir les grilles de consultation de la CP. Mais ça appartient à vous d'organiser vos consultations dans vos milieux. On est là, par exemple, pour vous soutien. Je viens à la soutien dans
2-3 petites minutes. Dans la grille de consultation, il va y avoir 10 rubriques. Un petit peu comme Jean-François vient de le présenter. Il va y avoir une rubrique avec des questions sur le protecteur national d'élèves, une sur les protecteurs régionaux d'élèves. Puis je vous dis, c'est les 2 rubriques qui sont les plus gros. Alors, parce que c'est sûr que c'est 2 nouvelles patentes, là. Il faut vraiment poser les questions à tous les détails de ça pour assurer qu'on a les organismes puis les rôles qu'on veut pour le futur de notre éducation puis pour nos enfants. Le 3e rubrique, ça va être le responsable des traitements de plaintes, les RTP de CSS. Dans la plupart des places, c'est le secrétaire général. Le 4, c'est le processus de traitement de plaintes. 5e rubrique, c'est diffusion et promotion pour chaque niveau. Comment on veut qu'ils diffusent puis faire la promotion des informations. Puis ici, je vais vous dire que ça va être une question grande ouverte quand on veut avoir vos idées. Parce que juste dit qu'on va faire une affiche puis mettre ça dans une barrière, dans une école, je pense que ce n'est pas la meilleure façon d'atteindre des parents aujourd'hui. Surtout si votre école est comme les miens, que vous n'avez pas le droit de rentrer dans l'école, les portes sont barrées. Il va y avoir une section sur les responsabilités et pouvoirs du ministre, parce qu'il y a plusieurs règlements qui sont mentionnés dans ce projet de loi. Il y a plusieurs pouvoirs que le ministre va avoir. Il va y avoir toutes les autres dispositions. Jean-François a parlé des représailles, de l'immunité, etc. La mise en place de la loi, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe pendant la période de transition. La section 9, la rubrique 9 que Stéphanie vient de mentionner, section sur la violence à caractère sexuel. Puis la dernière, c'est dans le fond une question ouverte presque à la fin, une question ouverte à la fin. Parmi nos 4 grands principes historiques, est-ce qu'on pense que ce projet de loi répond à ces grands principes-là? Alors, parmi chacune des rubriques, il va y en avoir certaines qui vont avoir 2, 3, 5 questions. Les premières 2, je vais te dire, il va y avoir plus de questions. Alors, découragez pas quand tu commences la grille de consultation. Puis, le 10 et le 5, c'est vraiment, on cherche vos idées, ça va être des questions pas mal ouvertes. Je vais juste voir si j'ai toutes 10 minutes. Affirmation, démocratie participative, la voix des parents. Alors, nous, à la Fédération, on est une démocratie participative. Alors, on compte sur votre participation. Comme je dis, c'est votre voix que va présenter en commission parlementaire, puis c'est votre voix que le président va présenter quand il va parler aux médias. Notre force, c'est d'être unis. On représente 57 comités de parents à grandeur de tous les coins du Québec. C'est une force. Puis ça fait plus que 30 ans, 35 ans, Kevin a dit, qu'on demande d'avoir un protecteur national d'élèves. Il faut être persévérant. Hein? Alors, le grille de consultation, il va être disponible vendredi. Des exemples de questions. Êtes-vous favorable à la création de protecteur national d'élèves? Êtes-vous favorable à que les protecteurs régionaux d'élèves remplacent l'actuel protecteur d'élèves de chacune des CS? Êtes-vous favorable à que les processus de traitement des plaintes soient le même partout à travers Québec? Le projet de loi que le projet de loi propose que le protecteur national d'élèves diffuse l'information sur les droits des élèves et sur la promotion de la procédure. Avez-vous des suggestions, des moyens pour assurer cette diffusion-là? Alors, c'est des exemples de questions. Je veux dire, les questions sont encore en développement, révision linguistique, puis il faut qu'il est mis dans le formulaire, puis il va te déposer, puis il va vous t'envoyer avant la fin de journée vendredi. On ne lâche pas. Puis les réponses que tu vas avoir pour les questions favorables, ça va être favorable, plutôt favorable, neutre ou indécis, plutôt défavorable et complètement défavorable. Ensuite, je suis presque finie. Le soutien offert. Alors, il y a une nouvelle boîte de courriel spécifiquement dédiée au projet de loi 9. C'est info-pl9@fcpq.qc.ca. Alors, si vous avez des questions, tu as besoin de n'importe quoi, envoyez-le comme ça, ça va attirer tout aux bonnes places, puis il va traiter. Puis on peut aussi garder un record de toutes les questions qu'on a. On est en contact continuel avec le ministère pour points de clarification, points de question, etc. On va faire un FAQ
pour répondre à vos questions fréquentes. Si on voit que les mêmes questions viennent, on va faire une liste. De janvier, le début de janvier, on va déposer une fois par semaine le FAQ à jour dans la section Accès délégué. Comme ça, tu peux voir les questions que tous les autres posent. Si c'est possible de le faire avant, on va le faire avant. Mais minimalement, la première semaine de janvier, il va être prêt, puis là. Puis aussi, on va faire 2 autres FCPQ en direct, mardi le 11 et mardi le 18 janvier à 19h. Si vous avez des questions, besoin d'aide sur n'importe quoi, on va être là. Moi puis Marie-Hélène, minimalement, on va appeler des autres ressources pendant de qu'est-ce qu'on a besoin. Mais on est engagé, moi puis Marie-Hélène, d'être là les 2 mardis soirs pour vous aider à n'importe quel niveau en traitement de cette projet de loi-là. Alors, je pense que j'ai tout dit. C'est à vous la parole, des questions, etc. Oh, merci Sylvia, c'est bien dit. C'est à vous de prendre le flambeau maintenant. Mais vendredi. Mais je sais qu'il y a quand même 2-3 semaines que les CP a des rencontres, la semaine prochaine, la semaine après, puis en janvier, 2-3 semaines. Alors, je pense, je sais, idéalement, on aimerait ça avoir 3 mois, mais c'est pas ça. Mais si ça donne, on va vous informer. Mais voilà. Alors, je vois que Nicolas a levé la main. Oui, ben j'ai plusieurs questions, là. La première, c'est ça. Est-ce que, j'imagine que la FCPQ va être invitée en commission parlementaire, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des comités de parents qui pourraient être invités aussi à prendre la parole ou est-ce qu'on sait un peu comment ça va fonctionner à ce niveau-là? Ça, c'est une très bonne question, Nicolas. Présentement, je sais que c'est une commission parlementaire particulière, alors c'est sur invitation. Je vais être très honnête, on n'a pas fait des représentations pour des comités de parents individuels. S'ils nous approchent pour demander, on sait c'est qui les comités de parents qui ont les capacités de présenter en commission parlementaire, puis on va être là pour les aider. Parfait. L'autre question que j'aurais, c'est que je remarque dans la loi que, puis là, vous corrigez, moi je me trompe, j'ai bien compris, un CA pour renverser une décision du directeur de l'élève. Jean-François, je ne sais pas si c'est pas tout à fait ça. C'est un peu le même principe que ce qui existe déjà. C'est que le protecteur d'élève n'a pas de pouvoir décisionnel. C'est qu'il fait des recommandations. Fait que le CA va être, c'est plus le centre de service va être libre ou non de donner suite à ces recommandations-là. C'est un peu comme ce qui est déjà en vigueur. OK. Puis l'autre question, c'est de savoir, je regarde en ce moment les délais qui sont prescrits dans le fond pour les différentes étapes. Je remarque que notre CSS il est plus rapide que ça même en ce moment. Là. Nous, on a des délais de 16 jours plutôt que 10 jours à plusieurs niveaux. Est-ce que c'est obligé d'être 10 jours? Est-ce que le CSS va dire, regarde, nous, on va continuer de rester à 7 jours? On peut-tu, notre comité de parents, leur dire, restez à 7 jours, s'il vous plaît? Je ne sais pas, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a une possibilité? Nicolas, ça, c'est un excellent point parce que je pense que toutes les CP ont besoin de dire c'est quoi les délais qui existent présentement. Puis on peut mettre la pression pour dire écoute, les CSS n'ont pas besoin de 10 jours. Ils sont capables de tout faire présentement en 5 jours. Pourquoi on va les donner 10 jours? Ça, c'est quand on parle de notre leadership puis notre affirmation de qu'est-ce qu'on veut, il faut que vous nous feed, il faut que vous nous donniez cette information-là. Et si je peux me permettre, c'est important pour souligner ça, c'est important de le mentionner dans la consultation. C'est pour ça qu'on fait une consultation. On n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans chacune des centres de services scolaires, mais s'il y a déjà des pratiques encore mieux que ce qui est proposé dans le projet de loi, mais on veut les entendre, on veut avoir ces exemples-là pour les faire valoir aux décideurs puis en commission parlementaire. Puis je vais souligner aussi si jamais vous avez des mémoires, si votre comité de parents produit un mémoire ou un groupe de parents, ou vous, même vous, personnellement, vous faites un mémoire, je pense qu'il va y avoir un endroit pour les déposer quand même si c'est des consultations particulières, mais faites-nous les parvenir aussi, mettez-nous en copie. Ça va nous faire plaisir d'en prendre compte aussi dans nos représentations. Puis si tu sais qui on met en copie, tu mets tout simplement présidente à fcq.qc.ca, ça va rendre aux bonnes places. Bon, je vais laisser d'autres personnes poser des questions. Merci beaucoup. Monsieur Saboulay. Tout d'abord, bravo pour le travail. C'est beaucoup de travail que vous avez abattu en si peu de temps. Merci beaucoup.
Ce que je voulais simplement mettre comme commentaire, la FCPQ, c'est la voix des parents, d'élèves. Est-ce que le protecteur national de l'élève ou le protecteur régional de l'élève, le projet de loi, on va prévoir ou on va faire de la représentation pour qu'il y ait une forme d'interaction entre le protecteur national et la FCPQ? Parce que la FCPQ remet ensemble l'ensemble de l'information. Donc, il faudrait voir de quelle façon la FCPQ peut avoir un lien privilégié avec le protecteur national de l'élève pour faire en sorte qu'on continue de le fider, pour pas que, en tout cas, j'essaie de voir dans quelle mesure ce leadership-là peut être mis en exergue. C'est un excellent point. Puis ça, c'est aussi, je vais retourner vers vous pour dire, il faut que vous mettez dans votre grille de consultation pour dire que tu veux que c'est le FCPQ qui est sur le comité de sélection national, que les rapports sont déposés à l'FCPQ. Je vous lance des idées, là. Mais c'est vous qui va nous fider avec qu'est-ce que tu veux que, parce que la fédération, c'est vous. Qu'est-ce que tu veux que votre fédération veut avoir comme rôle dans ça? Alors, c'est excellent point, M. Sabouli. Gênez-vous pas de mettre toutes les idées dans la consultation. Oui, il y avait une question plus tôt, tantôt. Est-ce que le rapport au niveau des responsables des plaintes au centre de services sera fait au conseil d'administration ou uniquement au protecteur régional? Jean-François, est-ce que tu sais la réponse? Oui. Je ne m'avancerai pas à 100% parce que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore clarifié totalement, mais ce qui est prévu dans la loi, c'est qu'il y a une séance publique qui se fait à chaque année lors de laquelle le conseil d'administration présente les grandes lignes du rapport du responsable traitant des plaintes du centre de service. Puis, le protecteur régional vient aussi présenter son propre rapport annuel. Fait qu'il y a comme cette séance publique qui existe. Là, à savoir c'est quand, c'est dans l'année, c'est diffusé comment, c'est publicisé comment, on ne le sait pas. Puis aussi, j'ai envie de dire qu'habituellement, quand on fait les rapports annuels sont produits, on souhaite qu'ils soient rendus publics aussi, là. Donc, minimalement rendus sur le public sur le site du centre de service ou même diffusés. Là. Fait que je pense que par souci de transparence, ces rapports-là devraient être. Les gens qui voudraient y avoir accès devraient pouvoir y avoir accès aussi. Ça doit tout aussi rentrer dans les obligations de diffusion, de promotion du rôle, de diffusion de la politique, la procédure, tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut inciter aussi là, pour que la transparence soit assurée. Merci, Jean-François. Puis, j'ai oublié de mentionner tout ce que Jean-François a présenté. Il y a un document des faits saillants qui va être déposé dans la section déléguée. Il y a aussi le fameux tableau que le ministère a fait. Puis même la vidéo de ce soir, il va être dans la section déléguée aussi, ici, de la fin de journée vendredi. Alors, pour du monde qui ne sont pas ici ce soir ou vous voulez la jouer avec votre comité de travail, avec votre comité de parents, partager dans votre réseau, il va être disponible aussi pour partager. Alors, on essaie de vous équiper puis vous soutient dans toute cette démarche-là. On avait fait 3 projets de loi dans 1 an. Là, ça fait 2 ans, on n'a pas fait une. On est obligé de dégraisser le système un petit peu dans la dernière semaine, mais on est correct. Super, Mme Ricard. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Alors, Kevin, je te laisse le mot à la fin. Oui, avec plaisir. En fait, ça va être 5 comme mot de la fin. On a besoin de vous. En fait, on a besoin de vos réponses. On a besoin de vos éléments. Il y a quelques éléments qui ont été nommés là, parmi les questions. Bien, c'est le genre de truc qu'on a besoin pour améliorer notre mémoire qu'on va faire pour pouvoir bien vous représenter. Donc, historiquement, en fait, depuis les dernières années, la Fédération a une bonne réputation. Aussi, quand on passe en commission parlementaire, on se fait toujours dire que nos travaux sont clairs, sont précis, sont bien faits, nos mémoires sont bien montées. On arrive toujours aussi avec notre grille de consultation qu'on appelle, probablement cette année, qu'on va appeler ça un sapin de Noël. Je ne sais pas comment on va l'appeler, mais avec les réponses précises de chacun des comités de parents. On cache bien sûr le nom des comités de parents, mais on a ces éléments-là pour prouver qu'on a fait une réelle consultation. Puis on consulte les parents impliqués, les parents engagés, les parents qui connaissent le système scolaire.
donc les parents qui font partie d'un comité de parents. Donc, ça pour dire, on a besoin de vous. On a besoin que chacun des comités de parents au Québec nous envoie, nous répondent à la grille de consultation pour qu'on puisse bien vous représenter. Donc, on compte sur vous, sur les comités de parents membres de la Fédération. Donc voilà, sinon, je vous souhaite une bonne consultation dans vos milieux. Sinon, on est toujours disponible, toujours présent pour répondre à vos questions. Si jamais vous en avez. Puis en guise de rappel, vous voyez le petit calendrier là, des dates à venir. Donc, bref, on voulait jusqu'au 20. Présentement, c'est jusqu'au 20 janvier qu'on s'est donné comme date de retour de ces grilles de consultation-là, de cette consultation-là aussi. Si vous avez des mémoires, je le répète, ça vous fait plaisir de les recevoir puis de les lire aussi. Donc voilà pour moi. Donc, sinon, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne consultation.